Ah, t'as bien compris. J'ai compris ce qu'il a dit, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis dans la bonne voie. Merci, merci. Bonjour à tous et bienvenue sur La Réussite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc installez-vous tranquillement. Aujourd'hui on se pose pour le 12e épisode et aujourd'hui on est avec Mohamed qui est le fondateur d'une agence qui s'appelle MSW Agency, c'est ça? C'est ça, c'est Je ça. ne me trompe pas sur le nom? Oui, c'est ça. Ok, c'est parfait. Donc il nous fait l'honneur de sa présence parmi nous et aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. Comme d'habitude, on va découvrir un peu le parcours des entrepreneurs qu'on invite, mais et puis surtout, on va essayer de parler d'un sujet, je pense, qui me tient assez à cœur en ce moment récemment, parce que je travaille un peu dessus en ce moment, donc ça va être tout ce qui va être e-commerce, branding, marketing. Super. Et c'est un peu ton cœur de métier. Exactement, donc, c'est mon sujet. C'est l'occasion parfaite d'en parler, quoi. Exactement. Petite annonce avant que on s'attaque au sujet. Là, on est sur du préenregistrement, mais vous allez voir normalement la diffusion en live. Enfin, je veux dire, on l'a préenregistré, mais on l'aura diffusé en live. Donc normalement, si je me trompe pas, ça sera diffusé sur Twitch et YouTube en première. Donc voilà, installez-vous. Enfin, même si c'est en différé, on est toujours là, nous, de toute façon. C'est ça. Et puis, je propose qu'on commence alors du coup. Ok, bonjour à tous aussi et merci pour cette présentation. Du coup, moi, je vais me présenter rapidement. Je suis Mohamed Sy. Donc, j'ai une agence marketing sur Paris. Donc, nous, on accompagne les marques e-commerce dans leur développement en ligne. Du coup, à travers la création de sites internet, mais aussi le branding et la publicité sur Facebook et Instagram. Ça, on va beaucoup en parler. Ça, on va beaucoup en parler, ouais, c'est ça. Mais déjà, première question, moi j'ai juste envie de poser une question toute simple qu'on pose tout le temps à tous nos invités, c'est déjà comment ça va en fait du coup? Moi ça va super, ça va tranquille. super. Je suis très content d'être là déjà. Merci pour cette invitation. Dès que j'ai entendu parler de cette initiative, j'étais très enthousiaste. Je me suis dit franchement c'est ce dont on a besoin parce qu'on manque beaucoup d'inspiration par rapport à nos banlieues, par rapport à d'où l'on vient. Donc c'est une initiative qui est vraiment à pérenniser. Je compte sur vous. Non mais c'est parfait, c'est bien. On partage les mêmes valeurs. Exactement. Bon, voilà. Ce qui est cool, c'est que j'ai pas besoin de te demander de te présenter parce que tu l'as déjà fait. C'est cool, tu l'as déjà fait, c'est parfait. C'est ça. Et je propose qu'on commence directement avec la toute première partie. Donc c'est-à-dire on va essayer d'apprendre un peu sur toi, ta jeunesse, ton enfance et ta scolarité. Okay. Pour aborder le début, j'ai envie que tu parles un peu de ton parcours scolaire, en commençant un peu vers le collège, le lycée, etc. Genre l'environnement dans lequel tu as grandi, okay. Et un peu ta vision des choses à cette période-là. Tu vois. Comme ça, on retrace chronologiquement jusqu'à la création de ton entreprise. Bien sûr. Alors moi, j'ai grandi à Grigny-Centre, du coup, en banlieue sud 91. Donc voilà, c'est la ville la plus défavorisée de France. J'ai fait tout mon cursus scolaire jusqu'au collège du coup à Grigny. Ensuite je suis allé en bac pro commerce, du coup vraiment des études commerciales. Ensuite j'ai fait un BTS en management des unités commerciales, une licence professionnelle en études marketing et qualité de service, et j'étais aussi en alternance chez Orange Business Service, et j'ai complété par un master en 2 ans. Du coup en commerce et marketing toujours, et j'étais aux éditions Robert Laffont aussi en alternance du coup. Ok, voilà. Donc un parcours qui a quand même bien visé sous le côté de l'alternance. C'est ça. Et dans ton environnement, tu sais, genre là où tu as grandi à Grigny, parce que c'est vrai que ça me fait penser, comme tu l'as dit, on considère que Grigny, tu sais, c'est un peu la ville la plus pauvre de France. Ouais, la plus pauvre de France, ouais, exactement. Est-ce que toi tu as ressenti un peu une différence quand tu as grandi, tu sais, dans ton environnement scolaire par exemple, du fait que je viens de Grigny, pardon, bien sûr. Et que du coup, tu avais peut-être un peu l'impression que tu n'avais pas accès à de l'éducation, un savoir qui est peut-être différent dans d'autres régions de la France, tu vois. En fait, c'est vrai que très rapidement, on se rend compte que on est dans une ville qui va être spéciale par rapport aux autres. Ouais. Okay. Très vite, on nous dit que là, vous venez de Grigny. Vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez en termes d'études, en termes d'emploi. Très rapidement, on est sensibilisé entre parenthèses au fait que y a du racisme, il y a beaucoup de discrimination, etc. Donc très vite, on peut perdre confiance en soi. Et c'est ça l'un des pièges qui fait que faut être bien entouré, faut avoir des exemples, parce que moi je pense que c'est ce qui m'a aidé, quoi. Ah ouais? Toi, quand tu étais plus jeune, tu avais déjà beaucoup d'exemples? Alors justement, j'en avais pas beaucoup, mais le peu que j'avais ont fait la différence. Okay. Par exemple, il y en avait un qui était étudiant en école de commerce
Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais continuer les études. Parce que c'est trop stylé, il est là, il est avec nous, mais il est allé loin dans les études. Donc, ça m'a permis de me dire, il y a quelque chose à faire. En fait, de me dire que je peux aussi le faire. C'était surtout ça. Parce qu'on a beaucoup grandi avec le « tu peux pas le faire, ça va être difficile, tout ça, c'est pas pour nous ». Tu vois, et du coup, à ce moment-là, quand tu vois certains profils qui avancent, qui font des études, et tu vas te dire, en fait, c'est possible, quoi, et je vais y aller surtout. Ok. Voilà. Et à l'école, tu étais un peu plus travailleur, tu avais des facilités ou... Alors, au collège, j'étais bon, mais j'exploitais pas mon potentiel à cause de l'environnement, la classe. En fait, j'étais pas le pire de la classe. Du coup, je me disais, c'est pas grave. Tu vois. Mais c'était risqué parce que, arrivé en 3e, j'ai eu 9 de moyenne. Du coup, c'est mon 4e vœu en fait qui m'ont accepté. Ah oui, ouais. Et ça veut dire que si eux, ils m'auraient pas accepté, je me serais arrêté là en fait. Je me serais arrêté en 3e. Et là, je pense que ça aurait été une catastrophe pour moi, pour mes parents, etc. Du coup, il y avait ce risque quand même de... j'ai failli rater mon cursus scolaire de peu à cause de l'environnement, les fréquentations, etc. quoi. Du coup, moi, j'avais des facilités, mais je les exploitais pas. Ouais. C'était vraiment ça, quoi. Okay, ouais. Voilà. Ensuite, arrivé au lycée, du coup, j'ai fait un bac pro commerce et c'était des stages, etc. Donc, j'étais toujours sur la partie relation client que j'aime beaucoup finalement. En seconde, j'avais pas des bonnes notes parce que j'étais pas mal absent vu que c'était mon dernier vœu. Ça veut dire que le lycée, il était très loin. Il était très loin et j'avais du mal le matin parce que je devais me lever très tôt. Ouais. La première année en seconde, c'était avertissement de travail. Ah oui. C'est une catastrophe en fait au niveau scolaire. Et j'ai ma grande sœur qui a fait un BTS. Et elle, dès que j'ai vu qu'elle avait fait un BTS, aussi qu'elle avait la bourse, du coup moi ça m'a, à partir de ce moment-là, franchement le déclic, ça a vraiment été ça. Tu vois, c'est fou, hein, mais c'est la bourse. Dès que j'ai entendu qu'il y avait une bourse d'une certaine somme, je me suis dit, je vais y aller aussi, la chercher cette bourse. Et du coup, à partir de la première, là, j'étais au top, quoi. Première, terminale. J'ai eu mon bac avec plus de 15, mention bien. Et après, j'ai pu aller en BTS, tu vois. Okay. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez, mais c'est vrai qu'en France, on a un peu l'occasion d'avoir de la bourse, tu vois. Exactement. Et je trouve que c'est un bon... pour moi, c'est pas forcément, tu sais, un moyen de se dire genre parce que je vais avoir la bourse faut que je taffe, mais justement c'est plutôt genre c'est un bon accès justement à des privilèges auxquels on n'aurait pas le droit, tu vois, genre des trucs tout cons, la cantine par exemple, c'est ça, c'est un truc, c'est cher, tu vois, pour certaines familles, pour certains ménages. Exactement. Et le fait de dire voilà, tes parents ils sont dans un seuil de revenus, t'as accès à la bourse, ta cantine elle est gratos, déjà tu te dis tranquille, genre je peux travailler plus sereinement plutôt que réfléchir à des trucs qui sont pas c'est ça, tu peux rester plus focus en fait sur tes études, parce qu'au bout d'un moment tu as besoin d'argent, tu as besoin de sortir, tu as besoin de passer ton permis, etc. Et du coup tu peux pas demander forcément tout de suite à tes parents, parce qu'eux aussi ils ont leur charge, et en général nous on est famille nombreuse, et du coup ça permet d'avoir une certaine sérénité et ne pas se dire je vais aller travailler tout de suite. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui sont dans cette urgence, tu sais. Typiquement, quand on parle d'études supérieures, il y en a qui peuvent par exemple pas se permettre de payer les études. Et le premier réflexe, c'est de te dire, je suis dans l'urgence d'aller chercher un travail, un truc à côté pour le faire. Mais en le faisant, en fait, tu amoindris aussi tes chances de réussir les études, etc. Donc, et souvent, ça va être aussi l'entourage qui va te pousser à aller travailler en te disant, ah non, ça va être trop long, en plus, t'es pas sûr de trouver. Donc, c'est vrai que cette partie-là, la urgence, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et toi, dans ton foyer, un peu, parce que tu me parlais de famille nombreuse, c'était quoi un peu la place de l'éducation chez toi ? Est-ce qu'on y mettait un grand accent ? Ou genre à l'inverse, on était plus obtiens ton diplôme rapidement, essaye d'avoir un taf le plus rapidement possible, le taf le plus régulier pour que comme ça tu puisses subvenir aux besoins ? On était plus dans priorité à l'éducation. C'était quoi un peu ? Alors au départ, quand j'avais genre 16 ans, etc., c'était beaucoup plus va travailler à 18 ans, etc. Du coup, moi j'ai commencé à travailler à 16 ans.
dans un restaurant pour pouvoir avoir un peu d'argent. À 17 ans, j'étais à temps partiel, du coup, en tant que hôte de caisse. Et les parents, ils se disent, bah, là, tu travailles, donc autant continuer, Ouais. etc. Mais moi, je me suis dit, non, je pourrais pas faire ça toute ma vie. Donc, autant continuer. Donc, au départ, quand même, c'était beaucoup de ça sert à rien les études entre parenthèses parce qu'en fait il y avait personne dans la famille qui était allé loin pour qu'on puisse savoir si c'est rentable entre parenthèses. Ouais, okay. Et plus j'avançais et plus mes parents après ils se disaient en fait continue. Parfois je voulais arrêter par exemple à la licence et ma mère elle me disait non continue. Parce qu'elle a vu que vraiment il y avait beaucoup d'opportunités, il y avait du changement aussi par rapport à moi, par rapport à tout ce que je faisais. Donc à la fin, ils m'ont vraiment poussé à finir les études. C'est bien ça, du coup. Ça veut dire que tu as réussi à faire changer un peu l'état d'esprit des gens au sein de ton foyer. Exactement. Ça veut dire que là, tout le monde, on pousse tout le monde à continuer les études derrière. C'est-à-dire, en gros, tu étais un peu le premier exemple. Et donc après, est-ce que les gens, ils ont suivi un peu derrière dans le foyer? Alors, ils suivent juste ceux qui sont un peu plus loin. Ceux qui sont proches de moi, pas trop, parce qu'en gros, ils n'avaient pas eu le temps de voir, etc. Mais ceux qui sont un peu plus lents, ils lâchent pas, quoi. Ils lâchent pas. Et je les booste aussi, tu vois. Ouais, c'est bien, ça, c'est bien. Parce qu'en général, c'est vrai que, je sais pas pour toi, mais c'est dans les familles nombreuses et tout comme ça, c'est souvent l'aîné qui met l'exemple, tu vois. C'est ça. Je sais pas si toi, par exemple, t'es l'aîné ou quoi. Moi, je suis le deuxième. Ok, moi, j'ai une grande sœur, voilà. je suis l'aîné. Donc ça fait que les premiers, en général, de la génération, enfin, les premières générations, ils ont tendance à avoir cette responsabilité de réussite. Exactement. Vraiment. Et moi, je pense que c'est important de le faire parce que une fois que tu as mis en place une sorte de chemin tout tracé, les autres, ils peuvent soit le suivre, soit faire d'autres chemins, mais au moins, ils ont vu qu'il y a un chemin de possibilité. C'est ça, exactement. C'est vraiment se dire, il y a un chemin. Ouais. Et c'est pas bloqué. Et, voilà, on peut aussi le faire, quoi. Tu vois, parce que souvent, le système scolaire, il change pas. Hein. On va te mettre dans une case, vas-y, fonce. Il n'y a pas d'autre opportunité et toi tu vas dire bon si mon prof, mon responsable pédagogique me le dit, c'est que c'est vrai. Tu vois. Donc il faut des gens derrière pour pousser les jeunes, quoi. C'est pour ça qu'on fait ces genres de podcasts. Ouais, bah oui, effectivement. Et on va parler un peu d'études supérieures maintenant, parce que je sais que tu as fait référence à ça. Moi j'aimerais que tu parles un peu plus en détail, tu sais, de ton expérience dans les études supérieures à partir du BTS, etc. Okay. Genre en gros comment ça s'est passé, quel est un peu ton ressenti derrière ça, c'était comment, et puis surtout à cette époque-là, toi tu te voyais comment, tu vois, à l'époque, genre dans le milieu du futur, au niveau du futur. Ouais, du futur. Est-ce que tu étais vraiment dans l'optique là j'ai mes études, je finis mes études, je vais chercher un taf, je vais commencer à travailler dans un domaine qui va me plaire, ou tu avais déjà des optiques, des possibilités qui te parvenaient, quoi? Alors moi j'ai toujours voulu être entrepreneur. Depuis que j'ai 10 ans, en fait, j'avais regardé un reportage sur M6, sur les businessmen, etc. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de voyager, j'ai envie de travailler pour mon compte, etc. Mais j'avais une idée, c'était dans le commerce, voilà, dans tout ce qui est ouverture de boutique, etc. Et du coup, je me suis dit, faut que je pousse les études pour aller avoir le plus de compétences possible pour pouvoir me lancer dans les meilleures conditions. Tu vois. Et du coup, je suis arrivé à la suite de mon bac en BTS. Et le fait qu'on arrive de BTS, on était un peu mal de bac pro, pardon, on était un peu mal vu parce que voilà, on était les bac pro, etc. En tout cas par les profs. Hein. Au niveau des élèves, c'était moitié-moitié. Mais les profs nous mettaient un peu dans des cases où ils se disaient, eux, ils viennent de bac pro, donc ils avaient déjà un a priori. Voilà, ils avaient un a priori. Surtout que moi, à cette époque-là, j'habitais encore à Grigny, donc c'était des a priori plus. On me disait, évite de parler comme en banlieue, etc. Alors que je parlais presque jamais, en fait. J'étais très studieux à l'école. Et du coup, c'était en management des unités commerciales. Du coup, j'avais des stages qui m'ont permis de toujours être dans la partie magasin pour voir comment ça se passe, comment gérer un commerce, etc. Mais finalement, c'était pas ce qui m'animait. Je me suis dit, finalement, le mieux, c'est que je continue mes études et que je m'oriente beaucoup plus vers de la bureautique et pour voir les opportunités, finalement. Ok. Tu vois. Donc, j'ai vraiment switché à partir du BTS. Et ensuite, dès que j'ai fait une licence professionnelle, là, j'étais en bureautique. Tu vois. Et chez Orange Business Service, je m'occupais de la partie études statistiques
sur les ventes, sur les performances des commerciaux. Et du coup, ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien. Du coup, j'étais beaucoup sur la partie analytique quand même. Tout au long en fait de mes 3 dernières années d'études, que ce soit en licence quand j'étais chez Orange Business Service, mais aussi aux éditions Robert Laffont. J'étais aussi pareil sur la partie marketing études. Finalement, je me suis dit, à la fin de mes études, ça serait bien que je trouve peut-être un emploi. J'avais toujours l'idée d'entreprendre, mais peut-être pas tout de suite après mes études. Tu l'avais mis un peu de côté. Ouais, j'avais mis un peu de côté parce que je me suis dit que ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de choses. Du coup, j'ai mis un peu de côté. Je me suis dit, à la fin de mes études, je vais chercher un travail, je vais chercher peut-être la sécurité, etc. Et en fait, lors de ma dernière année de master, et bien là, en fait, il y a un monsieur, qui s'appelle Tanguy Lambert, qui a créé une association qui s'appelle l'École populaire de l'Internet. Et lui, il est venu former les jeunes de Grigny au web. Ok. Donc, il a fait une formation assez complète, gratuite, sur comment développer son business en marketing digital, comment créer un e-commerce, etc. Et lorsque j'ai fait cette formation, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc finalement, tu vois, c'est à la dernière année où vraiment je me suis dit, il y a une opportunité. Okay, c'est jusqu'à la fin quand même. C'est jusqu'à la fin. C'est fou, tu vois. Et aussi, justement, j'ai poussé les études parce que je voulais du coup passer en tant que salarié, etc. Mais j'avais pas encore une très nette idée de vraiment ce que je voulais faire. C'était un peu flou. Moi, je voulais entreprendre. Ça, c'était mon choix premier. Mais comme je savais pas dans quoi, je me suis dit, on verra bien. T'as vu un peu les études comme une accumulation de connaissances, quoi. Donc, voilà. Tu te dis genre, j'ai 4-5 ans pour apprendre le max. C'est ça. Et après, quand j'ai envie de l'appliquer, je le ferai en temps et en heure. Exactement. Et du coup, sur le côté, je faisais mes business plans. Je documentais beaucoup de choses. Je récupérais des outils et je me disais, ça va me servir au bout d'un moment. Tu vois. Et petit à petit, j'ai commencé à proposer mes services gratuitement. Lors de ma dernière année, à mon voisin qui avait c'est une agence pour les cartes grises, pour changer les cartes grises. Il avait une agence comme ça et moi du coup je lui faisais des flyers gratuits pour vraiment prendre la main sur cette partie-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a une opportunité, ça ne demande pas énormément de ressources parce que j'ai juste besoin de mon PC, de la Wi-Fi. Au niveau des compétences, je peux toujours les acquérir. Il y a des tutoriels, il y a tout. Donc je me suis dit, c'est le moment. Quoi. Ouais, de se faire la main. Se faire la main. Okay. L'idée, c'était vraiment de me faire la main en même temps que j'entreprends finalement. Ouais. Ok, je vois. Et parce que, tu as dit justement, c'est un truc intéressant, c'est que tu as dit au début, tu as commencé à te faire la main sur des on va dire des prestations, c'est vraiment des vraies prestations, oui, c'est des prestations. Mais gratuites que tu gratuites. Est-ce que toi tu préconises de faire ce genre de truc, c'est-à-dire de commencer en proposant des services gratuits ou peu chers dès le début, ou alors en fait de réfléchir directement à sa tarification dès le début quand on a une idée? Très bonne question parce que la tarification elle est très difficile à mettre en place si on n'a pas des gens autour de nous qui font la même chose. Moi ce que je conseille c'est si on n'a pas les compétences, de proposer ces services gratuitement. Si on sait qu'on a les compétences et qu'on est sûr de soi, eh bien là, on commence avec un petit tarif et on va prospecter, tu vois. Mais en général, au départ, ce qu'on fait, c'est pas top. Ouais, c'est pas tip top. Donc le mieux, c'est de le faire gratuitement. Et même si c'est pas top, le client, il va se dire, c'est gratuit. Et aussi, si il voit que il a aimé, il a apprécié, il va continuer avec toi. Et donc, c'est ça qu'il faut aller chercher finalement. Parce que moi, j'entends beaucoup d'entrepreneurs me dire que le risque derrière ça, c'est que tu proposes une offre au début pas chère, voire gratuite, parce que tu te manques clairement d'expérience. Et puis en fait, une fois que tu veux monter en compétence et que tu dis, je sais faire, je commence à mettre un prix, peut-être des gens qui vont venir en disant, ouais, mais regarde, il y a 3 mois, tu me faisais ça 100 €, des trucs comme ça. Oui, tu perds un portefeuille. Mais après, je comprends parfaitement. Tu sais, typiquement, un prestataire photographe, par exemple, au début, il va te faire des trucs gratos parce qu'il a envie de se créer un portefeuille, quoi. C'est ça. Mais, la solution à ce que tu viens de dire sur le fait que pourquoi c'est plus cher qu'il y a 3 mois, pour le prestataire, c'est d'apporter plus de valeur dans son offre. Okay. Par exemple, un photographe, il va dire moi, on faisait 4 photos un shooting d'1 heure. Je te rajoute 1h30 et en plus, je te rajoute plus de retouches photos.
Ensuite, je vais te choisir le bon décor, je vais te conseiller sur tes vêtements. Tu vois, bon, après, il ne faut pas aller dans des trucs trop loin. Mais en gros, l'idée, c'est ça. C'est pour ne pas rester bloqué sur son offre de départ, c'est d'apporter plus de valeur dans son offre. De la valeur ajoutée sur ton offre de base. Exactement. Et comme ça, le client, il va se dire, là, il y a plus de valeur sur cette offre-là. C'est normal que le prix aussi augmente. Sinon, c'est difficile d'augmenter le prix comme ça. Et comme tu as dit, tu peux perdre un portefeuille. Parce qu'après, si tu veux augmenter de manière classique, organique comme ça, la seule possibilité pour la justifier, c'est juste ton année d'expérience. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que je fais ça, voilà, mes tarifs, c'est ça, c'est compréhensible. 6 ans, c'est ça, 10 ans, c'est ça. C'est vrai que l'histoire de valeur ajoutée, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On n'y pense pas forcément, c'est vrai mais c'est puissant. Mais comment tu fais ça, par exemple, en marketing? Genre, c'est quoi un peu le truc que tu vas rajouter en plus? Voilà. Par exemple, nous, on a accompagné un client après de toute façon on en reparlera sur la partie branding, mais on a posé les bases de sa marque. On a posé les bases de sa marque, ensuite on l'a laissé se lancer, avancer beaucoup plus dans son projet, et du coup là on revient avec une nouvelle offre de suivi où on va apporter beaucoup plus de valeur dans l'accompagnement qu'on va lui proposer. Donc ça va être des Facebook Ads, ça va être du conseil, ça va être par exemple sur la partie site web de l'analytics, on va faire de la data analyse. Je pense que tu connais, vu que tu es data scientist. Donc là l'idée c'est qu'on va l'accompagner dans son écosystème digital, et là à ce moment-là il va se dire ok, il m'apporte beaucoup plus de valeur, et du coup il y a une offre de base, et lorsque le client il veut aller plus loin, eh bien on va lui dire que si tu veux faire plus de pubs, si tu veux faire plus de campagnes, si tu veux qu'on te crée beaucoup plus de visuels, si tu veux qu'on gère au niveau des mails, beaucoup plus de mails, et là en fait ça va être, du coup tu vas augmenter tes prix chronologiquement en fonction de son évolution. Et beaucoup en fait d'agences par exemple fonctionnent comme ça, parce que tu peux pas rester sur la même offre de départ. Et comme je t'ai dit, c'est toujours ça, c'est apporter beaucoup plus de valeur dans ces offres finalement. Apporter de la nouveauté, et c'est vraiment ça qui marche finalement. En fait, tu fais un truc modulaire un peu, où genre tu dis je propose ça, si tu veux en plus une prestation par rapport à ça, en fait on te propose ce package là, et en fait tout se crante ensemble quoi, en fait. Exactement. Vas-y, vu qu'on a déjà parlé de marketing, en vrai, je pense que c'est on va y aller là, on va lancer là. Non, c'est bien. Je pense qu'on va directement parler du coup de l'agence. C'est ça. Mais pour parler de ça, je pense que le mieux c'est de d'abord comprendre un peu comment tu l'as créé, comment ça a débuté, quoi, tu vois. Moi j'ai envie de comprendre un peu genre comment ça a commencé. Et d'où ça t'est venu l'idée, quoi, parce qu'on a bien compris que c'était vers ça que tu es tourné, mais c'était quoi un peu les opportunités derrière qui ont fait que tu as pu créer cette agence marketing du coup? D'accord. Alors moi, comme je t'ai dit, donc c'est la dernière année où je me suis formé beaucoup plus sur la partie marketing digital, création de site web aussi sur WordPress. Et je me suis dit, il y a une opportunité dans la mesure où beaucoup d'entreprises et de marques n'ont pas de site web. Donc là, la création de sites internet, ça a vraiment été la porte d'entrée sur le marché pour moi. Et du coup, pendant la dernière année d'études, j'étais beaucoup plus sur la préparation à l'entrepreneuriat après mes études que sur mes études. Je vois. Tu vois, donc je le conseille pas, parce que moi du coup le master je l'ai pas eu du premier coup. Tu l'as repassé du coup? Voilà, je l'ai repassé une année après, et ça c'était vraiment dû au fait que j'étais plus focus sur mon projet entrepreneurial que sur mes études. Mais je regrette pas quand même, mais je conseille pas. C'est vrai qu'il faut faire un choix. Faut faire un choix. Et moi, à ce moment-là, mon choix, il s'est porté sur l'entrepreneuriat, parce que ça arrivait vite, et je me suis dit que là, il y a une réelle opportunité. Puis tu sentais le timing un peu, quoi, c'est ça? Je sentais le timing, ça avançait très vite, donc j'ai fait tout ce qui est business plan, mais bon, finalement le business plan il m'a pas énormément aidé. C'était surtout le fait de me former qui m'a aidé, le fait de proposer des prestations gratuites, ça m'a beaucoup aidé aussi, et je me suis dit ok, à la fin de mes études je me lance, et j'avais pas forcément d'expérience en agence digitale, mais je me suis dit que pour ce que je fais, je peux y aller en fait.
Sur certains projets qui demandent beaucoup d'expertise, bah là, je te dirais que va chercher l'expérience en entreprise pendant 2-3 ans. Ça, c'est ce qui se fait de manière assez classique. Ça se fait beaucoup dans le niveau tech et tout. Voilà, au niveau tech, ça se fait beaucoup. Mais moi, je me suis dit que je vais aller apprendre en faisant. Je vais aller apprendre en faisant. C'est vrai que c'était risqué parce que derrière, forcément, on me demandait est-ce que tu as une expérience en agence, etc. Donc moi, je disais voilà, que j'ai travaillé chez Orange Business Service. Voilà, après, l'idée, ça t'a aidé vraiment, un peu de l'expérience que tu as fait auparavant pour justifier un peu ton activité ou pas du tout? Pas du tout. Ah ouais? Putain, ça devait être chaud alors. Ça devait être chaud. Les premiers clients, c'est... Les premiers clients, ils vont te demander qu'est-ce que tu as fait avant, pourquoi je devrais te faire confiance. Donc là, tu bricoles. Tu dis que moi, j'ai pas encore fait ça, mais je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. J'ai les outils pour. Testons, parce qu'on n'a rien à perdre. Et comme je t'ai dit au départ, je faisais beaucoup de gratuits finalement. Je faisais beaucoup de gratuits. Mais bon, après, j'ai vite arrêté. En fait, dès que on arrive à un certain stade où on sait que c'est bon, ça roule, il faut arrêter la partie gratuite parce que c'est assez fatigant, c'est assez éprouvant finalement. Il faut s'en rendre compte tôt quand même. Il faut s'en rendre compte tôt. On ne va pas faire ça pendant un an. Quoi. Ouais. Tu vois. Donc à ce moment-là, je me suis lancé. Le démarrage, il a été difficile parce que j'étais encore en train de me préparer finalement j'ai commencé en septembre et j'ai continué quand même à me préparer jusqu'en décembre. Après, il y a un de mes mentors que j'ai eu au téléphone. Je lui dis fièrement, là, je suis encore en train de me préparer, etc. Là, je suis en train de, voilà. Il m'a dit, arrête de te préparer, tu te prépares beaucoup. Ouais. Voilà. Il m'a dit, arrête de te préparer, lance-toi. Tu vois, il m'a dit, la prochaine fois qu'on s'appelle, tu t'es lancé, tu as déjà commencé à appeler des gens. Et là, je me suis dit, ah ouais, franchement, là, ça m'a mis une claque à ce moment-là. L'histoire du premier pas, quoi, toujours. Voilà, le premier pas, en fait, le plus difficile, c'est vraiment ça, se lancer. C'est un truc de fou, en vrai, je me rends pas compte. Ah oui. Moi, par expérience, je sais que, comme je t'ai dit, en ce moment, tu sais, je suis très, très intéressé par l'e-commerce parce que j'ai envie de tester des trucs. Ok. Mais je me retrouve un peu dans ce que tu dis, c'est-à-dire que je fais que préparer, tu vois. C'est-à-dire que le truc administratif, je prépare, c'est bon, tout est prêt. Ouais. Je vais faire un site, je vais le faire en test, c'est bon, tout est prêt et tout. C'est ça. Le produit, il est presque là, mais j'ai toujours pas lancé, tu vois. C'est ça. J'arrive pas à comprendre quand est-ce qu'il faut le faire, en fait, tu vois. Quand est-ce qu'il faut lancer? Moi, je pense que la peur que tu as en général, après tu me dis un truc complète, c'est que tu te lances, t'es pas beaucoup de retours. Donc forcément, en fait, tu as une activité, mais tu n'as pas d'activité parce que juste tu n'as pas de clients, tu n'as pas de lead, tu génères rien. C'est vrai. Et après, en fait, tu te dis, mais j'ai lancé pour quoi en fait? Et moi, je pense que c'est un peu ça qui me vient à l'esprit. Alors que, en fait, tu peux avoir un produit qui peut fonctionner. C'est ça. T'as rien à perdre. Ouais. Mais c'est plus compliqué de se dire. C'est pas si facile, quoi. C'est pas si facile. Parce qu'on le sait. Moi, je suis beaucoup dans tout ce qui est motivation, mindset, etc. Ouais. Tu le sais, mais des fois, tu te fais piéger par cette partie-là qui est la préparation. Ouais. Tu te rassures en te préparant. Tu vois. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus tourné vers l'action. Okay. Et ça, c'est très difficile. Parce que y a une phrase d'un conférencier où il dit les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens créent des rapports sur cette innovation. Tu vois? C'est stylé comme phrase. C'est pas faux, ouais. Et c'est ça. Et en fait, on est dans une dynamique en France et en Europe où on va être beaucoup dans la préparation, dans la théorie. Dans le reporting. Dans le reporting, on va documenter, on va beaucoup se renseigner, on va pas être dans l'action. Tu vois. Et du coup, là, le switch, il est compliqué parce qu'on n'est pas habitué à ça. On est beaucoup dans l'attente, dans l'analyse, etc. Alors que finalement, il faut y aller. Il faut être un peu un bourrin, je voudrais dire. Parce que, en fait, si tu ne te lances pas, tu n'auras pas de réponse. Tu vois. Donc, nous, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on a pour nous, pour nos clients. C'est vraiment d'y aller finalement, de pousser aussi les clients à se dire là vous avez un produit qui répond à un besoin, et faut y aller dans les meilleures conditions, mais il faut y aller. Ok. Et c'est quoi les meilleures conditions alors pour toi du coup Alors les meilleures conditions, donc là c'est sur la partie accompagnement du coup. C'est ça. Voilà. Du coup alors nous concrètement, on est une agence marketing des marques, donc on est 3 et aussi on a plusieurs partenaires avec qui on travaille sur certaines problématiques. Et en fait, nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est 4 semaines pour passer votre marque à un autre niveau. Okay. Donc, dans ces 4 semaines-là, du coup, c'est en 4 parties, tout simple. On fait un setup, on regarde l'écosystème de la marque, on fait un audit du site,
On fait aussi un audit marketing du site pour savoir s'il y a des choses qui vont, s'il y a des choses qui vont pas, si le site est lent ou non, s'il est bien agencé, s'il y a les bons boutons, etc. On regarde aussi au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux sont optimisés pour l'achat? Est-ce que les gens ils comprennent ce que tu fais sur ta marque? Ensuite, on repose les bases de la marque. Donc, l'idée, c'est vraiment de construire une identité de marque forte. Tu vois, à travers le message, à travers la vision, à travers la mission, à savoir aussi à qui tu vas t'adresser. Est-ce que ta communication, elle est en cohérence avec ce que tu proposes, avec les produits que tu proposes? Ensuite, on va travailler sur le positionnement. On va regarder les concurrents, qu'est-ce qu'ils font et nous, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Voilà. Le positionnement, c'est vraiment cultiver sa différence. D'accord. Ensuite, on va travailler sur la stratégie digitale. Donc, comment communiquer sur les différents réseaux sociaux. Donc, nous, on a un focus sur Facebook et Instagram. Après, on peut conseiller sur LinkedIn, TikTok, etc. Mais on n'a pas de prestations sur ces autres canaux. Mais en fait, parce que Facebook et Instagram est largement suffisant pour pérenniser son activité. Parce qu'ils ont tellement de data, tellement de données qu'en fait, tu as des opportunités de promouvoir ta marque et aussi d'aller chercher ta cible, finalement. Je vois. D'accord. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la rencontre de son marché. Comment on va à la rencontre de son marché? Donc là, on a posé les bases de la marque. On a fait un setup du site. On a aussi, il faut savoir qu'on optimise aussi le site, du coup, après l'avoir audité. On optimise les réseaux sociaux, on optimise le site, on optimise le message, le branding, du coup, le positionnement. Et ensuite, grâce à la stratégie digitale qu'on aura mis en place, eh bien, on va aller à la rencontre de son marché pour aller le tester. Donc là, en fait, on est sur une phase de testing. Et là, on va lancer une campagne publicitaire de testing sur Facebook et Instagram. On va tester des visuels qui vont être en lien du coup avec les produits vendus, avec l'activité, avec le message, le branding. Et là, en fait, on va mesurer l'impact, c'est ça? Voilà, on va mesurer l'impact. Et même pour les marques qui ont déjà un marché, qui ont déjà un public, on le fait quand même. Okay. On le ça fait sert quand à quoi même. en fait du coup, même si la marque elle fait déjà ses preuves, on va dire. Alors, si elle fait déjà ses preuves et qu'elle fait déjà de la publicité sur Facebook et Instagram, nous, on va arriver comme catalyseur, c'est-à-dire qu'on va optimiser leur publicité pour aller chercher plus de marché, pour réduire leurs coûts, pour qu'ils perdent moins d'argent. Du coup, aussi, il y a la partie création de contenu. On va créer des visuels optimisés pour la conversion en ligne. Donc, ça reste en fait dans la même dynamique. Il y a ceux qui n'ont pas de public. Eux, on va les aider à aller chercher ce public. Il y a ceux qui ont un public ou qui ne sont pas sûrs ou qui ont des doutes. Et bien là, on va aller confirmer les hypothèses finalement. Et ensuite, grâce aux data qu'on aura, eh bien, on va créer un cercle vertueux. On va faire de la publicité sur Facebook et Instagram. Ensuite, on va rediriger vers le site. Vers le site, s'il y a des ajouts au panier, mais qu'il n'y a pas d'achat, nous, on récupère les mails, on crée une séquence mail derrière. Et du coup, après, on relance des campagnes de mailing finalement. Et ça permet en fait de créer une boucle autour de la marque. Parce que souvent, il y a des marques qui vont envoyer du trafic vers leur site, mais ils ne vont pas analyser d'où vient ce trafic, ils ne vont pas analyser où est-ce que les personnes ont cliqué. Du coup, ils vont pas exploiter les données finalement. Tu vois ? Ouais, ça, c'est un bon point que tu soulèves parce qu'en général, quand tu commences, moi, je me rends compte qu'en vrai, quand tu me racontes ça, ça me fait sens un peu quand je touche à des trucs, quoi. C'est-à-dire que tu vas tester rapidement tes campagnes de pub, etc. Tu vas générer du trafic, ce qui est cool. Tu vas regarder son site Shopify, tu vas voir visite session, etc. C'est ça. Mais derrière, c'est vrai que si tu n'analyses pas, je sais pas, le taux de rebond, il clique sur où, est-ce que ton produit est visible, est-ce que l'expérience entre différentes pages elle est fluide, en fait, tu récupères pas l'input, quoi, en fait. C'est ça. C'est comme si tu jetais l'argent par la fenêtre. Tu vois. C'est vrai. Et donc pour toi, genre, tu sais, t'es un petit entrepreneur, ok, t'as un petit produit ou un service, parce que du coup, un produit c'est un bien physique ou un service. Bien sûr. Comment est-ce que tu commences à te lancer dans tout ce qui est campagne publicitaire, etc.
Est-ce que la priorité, c'est d'abord de réfléchir à optimiser ton site, ou alors d'abord faire une campagne test et après optimiser sur ton site? C'est quoi un peu la priorité derrière ça? Alors, très intéressant. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'iceberg d'une marque, en fait. On utilise un modèle qui s'appelle l'iceberg de ta marque. Et en fait, sur une marque, quand on a une marque ou une entreprise, on a la partie visible du coup de la marque, du coup, de l'iceberg, et on a la partie immergée. Okay. Donc sur la partie visible, ça va être les réseaux sociaux, ça va être la boutique en ligne, ça va être le logo, ça va être le flyer, ça va être les affiches, etc. Et en fait, l'erreur qu'on observe, c'est que la plupart des entrepreneurs et des marques qui se lancent, elles vont tout de suite vers ces choses-là, vers la partie visible de l'iceberg. Okay. Alors que nous, quand on accompagne nos clients, dans un premier temps, on travaille sur la partie immergée de l'iceberg. Donc la partie immergée de l'iceberg, elle est en deux temps. On a l'identité de la marque et la stratégie digitale. Donc sur l'identité de la marque, on va travailler sur la vision de l'entreprise, on va travailler sur les missions, pourquoi cette marque existe. Au-delà du produit, ça veut dire que dans un premier temps, on va vraiment travailler sur la raison d'être de la marque. Ouais, c'est un peu les valeurs. Quoi, les valeurs, exactement. Il y a les valeurs du coup, il y a les bénéfices pour les clients d'acheter chez toi. Du coup, ça va être les bénéfices fonctionnels du produit, mais aussi les bénéfices émotionnels. Parce qu'une marque, finalement, c'est des émotions. Quand on voit Apple, quand on voit Nike, ce qu'ils nous vendent, c'est des émotions. C'est comment tu vas te sentir en achetant chez eux, finalement. Tu vois. Et ensuite, après avoir posé les bases de la marque, du coup, l'identité de la marque, à ce moment-là, on va travailler sur la stratégie digitale. Okay. Voilà. Donc, en fait, c'est comment on va recréer la vision de la marque en ligne. Tu vois. Et du coup, ça va être nos objectifs sur la partie digitale. Ça va être l'audience qu'on va cibler. Où est notre audience? On a un produit, on a une vision, on a une mission. Où sont nos clients? D'accord. Ensuite, on va travailler sur la partie benchmark. On va aller voir ce qui se fait actuellement sur notre marché, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas finalement. Et à partir de là, on va mettre en place un plan d'action par rapport à tout ça. Et ensuite, on va travailler sur la partie visible de l'iceberg. Donc, s'ils ont déjà un logo, flyer, etc., on a juste à le récupérer. Mais on va travailler surtout la stratégie de contenu en ligne. D'accord. Donc, c'est comment on va communiquer sa marque. Parce qu'un site web, les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. Il faut avoir une direction, il faut avoir une ligne éditoriale. Et la partie immergée, elle sert à ça. Elle sert à avoir une vision à long terme, finalement. Okay. Tu vois. Et ça veut dire quoi exactement, en gros, créer ta stratégie de contenu, en gros? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Alors, concrètement, c'est quels seront les piliers de contenu sur lesquels tu vas communiquer. Okay. Par exemple, nos piliers de contenu sur lesquels on va communiquer, ça va être le branding, ça va être le gross marketing, ça va être la méthode art, donc pour accompagner les marques, donc c'est acquisition, activation, rétention, referral et recommandation. Okay. En fait, ça c'est le parcours client finalement sur lesquels on va travailler. On va aussi communiquer sur les publicités sur Facebook, tu vois. Donc en fait, l'idée c'est de définir sur quel pilier tu vas communiquer. Et en fait, avec ça, toi, derrière, tu auras juste à avoir une direction. Enfin, tu auras la direction et tu auras juste à produire du contenu. En fait, ce qu'on offre aussi à la fin à nos clients, c'est un brand book. Du coup, c'est le cahier de ta marque. Et là, tu as les piliers de contenu, tu as ta stratégie digitale, tu as tes missions, tu as tes valeurs, tu as plein d'idées aussi de contenu. Qui vont te permettre, toi, de ne pas te dire « Ah bah demain, sur quoi je vais communiquer ?» Tu vois. Et nous, aujourd'hui, on travaille avec certaines marques où on n'a plus besoin en fait, de leur demander sur quoi on va discuter parce qu'on a déjà posé les bases solides de la marque. Tu te réfères juste en gros à ce book. Exactement. Pour aller piocher dedans et on va dire « Ok, je sais pas, mardi, on va produire ça. » Exactement. Et okay. Ensuite, tous les mois, on va analyser les résultats, on va donner de nouvelles idées pour la marque. Et c'est vraiment que la marque, elle a une certaine... Elle a un univers. Qu'il y ait un univers autour de la marque. C'est vrai qu'on parle souvent d'univers de marque. C'est ça. Et c'est pas ce qu'il y a de plus facile à créer parce que, comme tu dis, en vrai, en général,
bah, c'est logique, tu vas penser à ton produit forcément, à ce que tu C'est proposes. ça, c'est Mais ça. c'est vrai que le deuxième truc auquel tu vas penser, c'est ton logo en fait. Exactement. C'est peut-être pas ça du coup auquel il faut penser. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ok. Moi, j'allais revenir sur un truc dont tu parlais, c'était par rapport au site web, par exemple. Pour toi, qu'est-ce qui fait défaut sur un site web, genre qui fait que ce site web, ça va forcément pas fonctionner, il va forcément pas convertir. Est-ce qu'il y a des trucs par rapport à tes clients, etc., ou des expériences que tu as eues, qui montrent que, bah, en fait, effectivement, suivre ça, ça ou ça, c'est pas pertinent et c'est pas efficace pour un site web? Ok. Bah, en fait, ce qu'on observe quand on fait des setups, des audits de sites, c'est que déjà, la bannière, quand on arrive sur le site, Ouais. on ne comprend pas ce que la marque fait. Ok. Je pense que c'est vraiment ça, enfin, ce qui pêche le plus au niveau des marques. On ne comprend pas la valeur que cette marque apporte sur son marché. Les gens vont parler tout de suite du produit, des fonctionnalités du produit, alors qu'on doit parler en termes de bénéfices émotionnels pour le client. Ah ouais. En fait, le piège aussi par rapport à ça, c'est que ça, tu vas le voir partout. Ouais. Tu arrives sur les réseaux sociaux, mon produit, il est magnifique. Tu arrives sur le site web, mon produit, il est magnifique. Et aujourd'hui, je te dis franchement, si tu regardes les marques comme Nike, comme Zara, etc., bah, ils ont des sites qui sont épurés. Ils sont super épurés, ils sont simples. Tu arrives, c'est pour acheter. Fin. Aujourd'hui, les gens, ils mettent des couleurs partout. Ouais. Ça va dans tous les sens, c'est des dégradés, etc. Il faut savoir que sur mobile, parce que la plupart des achats sont sur mobile. Ouais. Donc, en fait, sur mobile, tu n'as pas besoin de faire des folies. Tu as juste besoin d'être cohérent et que les gens comprennent ce que tu fais. Ça veut dire une image, un message impactant. Un message impactant, des couleurs qui vont être cohérentes. Une identité de marque qui va être à la fois sur le site, mais à la fois sur les réseaux sociaux, sur tous les supports de communication. C'est vraiment ça aussi. Une cohérence on revient à l'univers de la marque. Ouais. Garder une cohérence autour de la marque parce qu'il y en a, ils vont parler d'une chose sur leur site, sur les réseaux sociaux. Ce sera différent. Ça sera différent. Ouais, ok. C'est pour ça que je parle beaucoup de piliers de contenu. C'est bien d'en avoir 4, 5 sur lesquels tu vas discuter à chaque fois. Et en fait, les gens comme ça, ils vont retenir. C'est de la répétition. Une marque, c'est psychologique en fait. C'est vraiment des mots-clés. C'est des couleurs que les gens vont retenir. C'est vraiment ça une marque. Et quand plus les gens ils vont retenir, plus ils vont adhérer à ta marque et plus ils vont être fans de la marque finalement. Ok. Okay. Donc voilà, en tout cas pour revenir au niveau du site, c'est on ne comprend pas ce que vous faites. Vous parlez que de vos produits. Le site, il va être lent aussi beaucoup. Il n'y aura pas de cohérence dans le menu, dans les articles, etc. Le tunnel de vente aussi, il ne va pas être optimisé pour la vente. On va aller chercher ailleurs alors que les gens, ils ont juste besoin d'être guidés dans leur achat pour acheter. Enfin, tu vois. En fait, il y avait un spécialiste en gross marketing e-commerce qui disait ne prenez pas du temps de cerveau à vos clients. Ça veut dire qu'en gros, ne les fatiguez pas. Ne demandez pas de réflexion à vos clients. Faut pas qu'il y ait d'effort derrière. Voilà, c'est ça plutôt, l'effort. Ne demandez pas d'effort à vos clients. Ils viennent pour acheter, orientez-les, ils achètent, ils sont contents. Tu vois un peu? Ok, je vois. Ok. Et est-ce que pour toi, les stratégies de marketing, etc., il faut faire une distinction entre un produit physique que tu proposes et un service que tu proposes? En gros, est-ce que ça va être deux stratégies différentes ou tu retrouves un peu dans la globalité la même chose? Alors, ça dépend. Est-ce que c'est des produits, par exemple, quand tu dis produits, services, Quand ça je va dis être des e-books ou c'est... Exemple. Oui. Tu prends un produit, ça va être, j'en sais rien, tu proposes un téléphone, ok? C'est un produit physique, ok? Bien sûr. Tu proposes un service, un service physique, enfin non, un service, une prestation digitale par exemple, ok? Pas une formation, une prestation par exemple. Oui. Est-ce que du coup tu vas retrouver des codes qui sont en gros globaux ou en fait justement il faut avoir une stratégie A pour du service et une stratégie B pour pour un produit physique? Oui, c'est totalement différent. Ok. Ouais, c'est totalement différent. Et en plus, par exemple, nous, on a la stratégie où notre agence doit avoir une stratégie d'acquisition sur nos clients qui n'est pas du tout la même que ce qu'on propose à nos clients finalement. Tu vois? Donc nous, on va beaucoup plus être dans la prospection par mail, par exemple,
sur aller à des salons, sur voilà, prospection aussi sur Instagram. On va créer, je crée du contenu, hein, comme tu as pu le voir, mais quand on est en B2B, c'est vraiment de l'outbound. Ça veut dire qu'on va aller chercher le client plus que d'attendre. Après, je t'avoue qu'il y en a qui font juste de l'inbound. Ça veut dire qu'ils vont créer du contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et du coup, ils vont marcher. Mais on se rend compte que même si elles font ça, elles construisent quand même une équipe qui va de commerciaux qui va aller chercher les clients finalement. Parce qu'en fait, in fine, tu en as quand même besoin. Tu en as quand même besoin. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ouais. Tu vois. Et sur la partie boutique en ligne, du coup, vu que nous, on se concentre vraiment sur le e-commerce, et bien là, vu que c'est en ligne, on va aller faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram. Et là, ça va vraiment être des campagnes publicitaires. Et du coup, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais. Parce que... Enfin, là, tu parlais de campagne publicitaire, je viens d'y penser, mais c'est vrai que tu peux faire... Enfin, tu vois, par exemple, moi, on peut parler directement de ça, je pense que c'est intéressant, de Facebook Ads, etc. Oui. Moi, je connaissais pas avant, enfin, c'est-à-dire qu'en gros, avant de tester tout ce qui est e-commerce, je voyais pas vraiment comment ça pouvait marcher, etc. D'accord. En fait, en testant, en fait, tu vois que 1, c'est intuitif. C'est ça. Et 2, t'accèdes très vite à des résultats, tu vois. C'est ça. Et en plus, tu peux le paramétrer parce que tu peux faire une pub ciblée pour dire que tu veux générer de la visite. Exactement. Tu peux faire une pub pour générer du lead parce que du coup, tu as peut-être besoin plus de lead pour justement ton service ou quoi. Exactement. Et moi, ma question, c'est un peu genre... par quoi on commence en gros quand tu veux tester des ads? Parce que moi j'ai l'impression que je le faisais peut-être pas bien parce que je touchais un peu à tout, quoi. Ah oui, d'accord. Tu vois, je vois. Très intéressant. Je commençais à toucher, tu vois, genre typiquement tu es sur Facebook Ad Manager Meta Business Suite, tu vas regarder ta campagne, donc tu vas choisir, voilà, je veux avoir plus de visites, je teste mon audience, je dis je veux 5 € par jour, fin. 2 jours après, je commence à regarder les résultats. Ouais, ça génère des vues. Mais est-ce que c'est ça la bonne étape ou en fait, qu'est-ce qu'il faut faire en gros? C'est quoi le bon truc? Concrètement, ce que tu vas faire, parce que là, tu es déçu, ça va être plus simple. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tester des audiences et tu vas pas tester n'importe quelle audience. Tu vas en tester 2. Une audience large et une audience par intérêt. Du coup, une audience large, ça va être de 18 à 65 ans, femmes et hommes. Du coup, à part si ton produit il est très niché. Là, je vais parler pour un produit qui est mainstream, qui peut être acheté par tout le monde. Donc là, tu vas aller sur le Business Manager. Tu vas créer 2 ensembles de publicités. Tu vas créer une campagne. Tu vas créer 2 ensembles de publicités. Tu vas mettre une audience large, 18 à plus de 65 ans. Tu vas mettre femmes, hommes, etc., toute la France. Et tu vas créer un deuxième ensemble de publicités où là, tu vas cibler par intérêt. Donc, toi, il faudra que tu saches à peu près, par rapport à ton produit, quels sont les intérêts qui peuvent être liés à mon produit par rapport à la clientèle cible. Donc, tu testes vraiment 2 audiences. Et tu testes ces 2 audiences avec le même visuel. Ça, c'est important. Tu vois, tu testes 2 ensembles de publicités, mais tu gardes le même visuel parce qu'en fait, tu vas aller tester les audiences, mais aussi tu vas tester le visuel. Et aussi, important parce que souvent on se dit je vais mettre 5 € par jour, je vais mettre plus ou moins finalement, mais en fait l'idée c'est quoi? C'est par exemple ton produit il est à 30 €, ou bien le panier moyen sur ton site il est à 30 €. Eh bien, il faut que tu fasses une campagne. Là, on est sur une campagne de testing, du coup, où tu vas aller à la rencontre de ton marché. Il faut que tu mettes un budget de 30 € par jour. 30 € par jour, pas indéfiniment, sur 3 jours. L'idéal, c'est sur 3-4 jours max. Mais en fait, c'est parce que là, tu vas tester ton marché. C'est une campagne de testing. Donc, tu vas mettre 30 € par jour et tu vas laisser tourner une journée. À la fin du deuxième jour, du coup, tu vas aller sur ta campagne et tu ne prends pas de décision tant que tu n'as pas dépensé le panier moyen de ton produit. Donc, tant que tu n'as pas dépensé 30 €, tu ne prends pas de décision. Et c'est pour ça que le mieux, c'est de le faire sur 3 jours. Tu peux le faire sur plusieurs jours, mais tu devras toujours attendre d'avoir dépensé 30 € pour prendre une décision. Et à partir de ce moment-là, tu auras 2 résultats. Sur la campagne large,
tu auras des résultats. Sur la campagne par intérêt, tu auras des résultats. Couverture, clic. Couverture, okay. clic, etc. Après, il y a des colonnes quand même à configurer. Donc, le plus important, c'est l'ajout au panier, c'est le taux de clic, c'est s'il y a eu des achats, du coup, retour sur investissement par rapport aux achats, etc. Donc, c'est des métriques qui sont vraiment, tu les configures. Ouais. Et en fait, au bout d'une journée, tu vas vraiment voir, ok, sur la campagne large, elle a plus fonctionné que la campagne par intérêt, par exemple. Okay, et à partir de ce moment-là, il y en a une qui va plus fonctionner que l'autre, ça c'est sûr. Après, parfois les deux, elles peuvent fonctionner, mais pas à la même échelle. Du coup, ça sera juste des calculs à faire, toi, par rapport à ta rentabilité. Par exemple, il y a un calcul qui est important, c'est le coût par achat. Donc, on appelle ça le CPA. Ouais. Voilà, le CPA. Par exemple, ton produit, il coûte 30 €. Ton CPA break-even, ça veut dire au point mort, il est à 9 €. Ça veut dire qu'il faut que chaque achat me coûte moins de 9 € ou 9 € max, sinon je perds de l'argent. Okay, donc, en fait, c'est vraiment d'avoir des publicités qui vont être rentables. D'accord ? Donc, tu le positionnes. Et ensuite, tu analyses, tu prends du recul sur tes campagnes. Tu te dis, voilà, j'ai eu tant de résultats sur la campagne intérêt, j'ai eu tant de résultats sur la campagne large. Est-ce que ma campagne large, elle a plus fonctionné, mais est-ce que j'ai été rentable maintenant ? Est-ce que le coût par achat, il est moins élevé que sur la cible par intérêt ? Voilà, que sur la cible par intérêt. Et à ce moment-là, il y en a une que tu vas arrêter. Ok ? Donc celle-là, elle n'a pas marché, il n'y a pas de résultat sur les intérêts, les gens que j'ai ciblés, ils ne sont pas intéressés. Donc sur la campagne large, les gens, ils sont intéressés, mais est-ce que ma campagne, elle a été rentable ? Est-ce qu'elle convertit ? Voilà, est-ce qu'elle convertit ? Parce que c'est vrai que c'est des campagnes du coup de conversion, ça je l'ai pas dit, mais nous, on va chercher les résultats. On va chercher les résultats tout de suite. On ne fait pas de campagne de trafic, on ne fait pas de campagne de notoriété, etc. Mais justement, est-ce que, je coupe du coup, mais est-ce dis-moi. que ça sert à quelque chose justement ? Parce que tu as un produit, la finalité, ce que tu veux, c'est acheter. Voilà. Donc, en fait, est-ce qu'il faut perdre du temps justement dans faire des campagnes de visite, de trafic, etc. Non, en fait. Non. Il faut aller chercher des campagnes de conversion tout de suite. Direct, ouais, okay. Direct, tu vois. J'imagine que Facebook, en fait, optimise déjà très bien. Ils optimisent très bien. Facebook, ils ont un outil qui est hyper puissant. Ils ont un algorithme qui est capable d'aller chercher les gens qui vont être intéressés par ton produit. Si tes visuels sont bien, si ton site est optimisé, eux, ils vont se dire, lui, c'est un bon publicitaire, du coup je vais lui envoyer des gens qui vont être plus susceptibles d'acheter. Okay, mais ça, toi, tu peux pas le savoir. Donc faut que tu assures derrière. C'est pour ça que nous, derrière, on fait tout ce travail-là sur le des contenu, setups, branding, etc. Tu vois un peu la finalité finalement, c'est juste pour arriver dans les meilleures conditions pour faire de la publicité. Pour qu'après Facebook ait peu de choses à faire et qu'il puisse proposer directement le service aux clients. Quoi. Exactement. Okay. Tu vois. Donc à partir du moment où tu observes qu'il y a une campagne qui fonctionne mieux, eh bien tu peux rajouter du budget parce que tu as eu des résultats, tu as eu des achats, le coût par achat il est faible, du coup là tu sais que voilà, elle est rentable. Tu vois. Donc l'idée c'est aller chercher la performance, aller chercher l'achat et ne pas perdre d'argent. Okay, parce que des fois, tu vas avoir des achats sur ton site, mais est-ce que la campagne, elle est rentable ? Parce que si toi, ton produit, il est à 30 €, mais que le coût par achat, il est à 30 €, tu as gagné 0 € en fait. Ouais. Tu vois ? Oui, c'est vrai. Tu réfléchis pas comme ça, c'est vrai. Tu vois ? Donc, tu as perdu en fait. Ta campagne, tu as perdu. Donc, ça, c'est important aussi à savoir. Et beaucoup font juste booster les publicités sur Facebook où ils envoient du trafic. Mais il n'y a pas de suivi. En fait, c'est très précis. C'est scientifique. Ça veut dire que nous, on a un tableau des décisions. On lance une campagne, on arrive au jour d'après et on se dit ok, on a eu tant de résultats, là c'est bon, là c'est pas bon, là on arrête, là on continue. Et il se passe ça. Voilà, exactement. À ce moment-là, on continue, à ce moment-là, on arrête. Là, si on a ces résultats-là, c'est qu'il y a un problème sur le site. Si on a un problème là, le problème, par exemple, si les gens ils n'ont pas cliqué, le problème il vient du visuel. Si les gens ils ont cliqué mais qu'ils sont revenus, il y a un problème sur le site. Tu vois, en fait, tout est identifiable. Tout est identifiable. Okay. Et c'est ça la force aujourd'hui. Et nous, on est vraiment orienté performance. Nous, on va chercher la performance plutôt que de lancer des campagnes comme ça, etc. C'est vraiment, on va chercher la performance, on analyse, on se repositionne, on améliore. Voilà, amélioration continue finalement. Ok. Tu vois. Et
Donc du coup c'est bien parce que du coup maintenant on a à peu près la stratégie de ce qu'il faut faire quand tu essaies de cibler un peu ton audience. Maintenant je suis un produit qui marche bien, enfin j'ai un produit qui marche bien, qui tourne, les ads font effet, je peux scale mes produits et tout. Oui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est des campagnes qu'on va faire en continu? C'est-à-dire que en fait, je peux la faire tourner tous les jours à tel budget. Dans tout le cas, elle va m'apporter tant. Voilà, il faut plutôt faire des trucs plus ciblés parce que, je sais pas, là par exemple, tu vois, dans 2 semaines, c'est la fête des mères, par exemple. Oui. Donc forcément, tu as une campagne pour la fête des Oui. mères. C'est quoi un peu la stratégie qu'il faut adopter? Moi, je te dis comment je vois les choses et après Bien tu me dis sûr, c'est bien les sûr, choses. bien sûr. Moi, par exemple, pour moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est j'ai fait mes tests, ça marche, ok. Je propose une campagne en continu qui me coûte tant, mais je sais qu'il va m'apporter tant sur une audience. Et ponctuellement, je sais qu'il y a tel événement qui arrive. Bah, je fais une campagne parallèle sur des visuels qui sont peut-être différents ou le même, qui vont être ciblés sur ce qui se passe actuellement, quoi. Alors, tout à fait. C'est ça? C'est ça, Ok. c'est ça. Ça veut dire que si la campagne, elle fonctionne, eh ben, tu l'arrêtes pas. S'il y a une campagne qui fonctionne, tu l'arrêtes pas. Et l'état d'esprit qu'il faut avoir en fait avec les publicités sur Facebook Ads, c'est qu'on va être dans du testing permanent. L'idée, c'est que on lance des campagnes. Si on a une campagne de testing qui fonctionne bien, eh bien, on la continue. Pour la scaler, ce qu'on peut faire, c'est soit on scale de manière verticale, du coup, on va ajouter du budget. Soit on scale de manière horizontale, là, on va dupliquer la campagne sur la même audience et on va mettre un plus gros budget dessus. Ok. Ok, donc il y a plusieurs choses et si la campagne continue de fonctionner, donc la campagne de testing, eh bien on la garde, mais en fait l'idée c'est d'être toujours dans une dynamique où toutes les semaines le mieux vraiment c'est de proposer de nouveaux visuels et de lancer des campagnes parce que il y aura toujours des campagnes qui vont s'essouffler et il faut du coup se renouveler. Okay. Et aussi relancer, recibler des gens qui sont venus sur le site mais qui n'ont pas acheté, des gens qui ont acheté mais il faut refaire acheter finalement parce qu'il y a du nouveau, il y a des nouveautés et ça nous de toute façon on le capte grâce à l'email marketing. Si une personne elle achète, elle est dans la base de données, on peut lui envoyer des offres. Donc il y a l'email marketing mais il y a aussi le SMS marketing. Et, ça marche bien ça? Alors ça marche bien, ouais. Ça marche bien. L'email, c'est le canal le plus rentable finalement. C'est plus rentable. En fait, c'est rentable et c'est le moins coûteux aussi. Okay, parce que c'est des gens qui vont être déjà intéressés par ton produit. C'est des gens qui ont déjà acheté. C'est des gens qui ont interagi avec ta marque. Donc l'idée, c'est de capter la donnée pour aussi renvoyer de la donnée sur Facebook pour faire des campagnes encore plus rentables finalement. Ok, parce qu'il y a une option lookalike, comment on dit en français, qui ressemble, audience similaire. Voilà, audience similaire. Donc si on a une base de données où on a 10 000 personnes qui ont acheté nos produits, on peut prendre cette base de données mail et dire à Facebook, tu vas me cibler des personnes similaires à cette audience-là. Ah, c'est ça cette option. Je l'avais vu aussi celle-là. Oui, je l'avais vu, mais je savais pas à quoi ça servait. Ok. Parce qu'en fait, pour moi, je pensais que c'était je fais une campagne ciblée sur les personnes qui suivent ma page, qui ont déjà acheté. D'accord. En fait, non, c'est cibler des gens qui sont similaires. Exactement. Qui ont le même centre d'intérêt, c'est ça? Exactement, okay. Qui ont des similarités, mais tu sais pas lesquelles, parce que c'est Facebook ça qui a la donnée finalement. Mais ça marche. En vrai, moi j'aurais tendance à dire que ça marche que quand tu as une bonne base d'audience. Non? Exactement. Si tu as 10 personnes, c'est pas... Non, si tu as 10 personnes, c'est pas... Okay, ouais. C'est pas rentable finalement. Faut vraiment avoir une grosse base de données. C'est pour ça que nous, on conseille aux marques de rapidement se faire une base de données mail. Tu vois, parce que c'est vraiment c'est l'or noir du 21e siècle. Bah ça, tiens, on peut en parler, c'est intéressant. Moi, j'avais aussi lu dans des formations que j'avais vues, parce que je suis des trucs sur e-commerce, qui me disent par exemple que pour générer une base de données mail, etc., quand tu n'as pas encore ton produit, ce que tu peux faire, c'est une sorte de landing page où tu dis mon produit arrive bientôt, tu le teases un peu et tu as une sorte de landing page avec juste renseigner votre adresse email pour être early, pour être très, très tôt dans le projet, quoi. C'est un peu ça qu'il faut faire, c'est ça? Exactement. Ou bien offrir un e-book par exemple. Tu vois, lead magnet, c'est vraiment de capter les mails et tout doit être orienté vers la récupération de mails finalement. Okay, donc ça peut être un e-book, ça peut être des conseils, ça peut être une newsletter finalement pour
voilà quoi, si un jour tu as un problème sur ton site ou si ton compte Instagram il saute, bah, tu as toujours ta base de données mail, quoi. Ok, ça c'est intéressant du coup. Et donc, on peut commencer du coup un site, un projet e-commerce, juste avec cette histoire de landing page avec des newsletters. Exactement. Genre, c'est-à-dire, je fais mon site, je peux faire de la promotion avec des campagnes, etc. C'est Oui, pareil. oui, bien sûr, bien sûr. Tu dis que ça arrive et aux gens de s'inscrire pour être informés de la sortie. Ou profiter de promotions, des trucs comme Voilà, ça. ou profiter d'une promotion avant l'heure, etc. Comme Donc, ça te permet aussi de ne pas dépenser dans un produit. C'est ça. Construire un site avec des visuels. Exactement. Et juste en fait avoir des retours comme tu as dit, c'est-à-dire que tu fais t'as ton testing comme tu fais, et si forcément tu récupères pas mal d'adresses mail, en fait c'est bon, c'est que c'est viable, quoi, c'est ça. Exactement. Bah, ça, ce que tu dis, on appelle ça le MVP, c'est Minimum Viable Product. C'est une stratégie pour les startups de pré-lancement. Ouais. Donc en fait, c'est qu'ils vont aller chercher l'information avant de lancer leur marque. Et ça, c'est une très bonne stratégie. Ça, c'est ce qu'on conseille. Même là, on accompagne une startup qui est spécialisée dans la seconde main. Et eux, en fait, on fait un MVP. Donc, en fait, on va créer juste la fonction qui tue par rapport à la startup. Ouais. Et on va aller chercher l'info. Ok. Donc, est-ce que les gens ils sont intéressés? Avant de faire plein d'investissements, c'est est-ce que les gens ils sont intéressés? Capter les mails, voilà, faire des retours sur des groupes Facebook. Et on a déjà eu beaucoup de retours en fait par rapport à ça. Et du coup là, en fait, on va valider le projet. Et là après, et aussi ce qui est important, c'est que c'est aussi d'aller chercher l'audience cible. Encore le une fois. marché cible, voilà. Qui est intéressé par mon produit, par ma plateforme, etc. Et à ce moment-là, on va créer des campagnes et une stratégie dans ce sens-là. Ok, c'est intéressant. Putain, je commence à avoir un peu tous les outils et ça commence à se construire un peu plus clair dans ma tête. Super. C'est bien. Super. Moi, j'avais un autre cas, enfin, c'est pas un cas, mais c'est plutôt une vision de marketing, si je peux le dire comme ça, qui commence à surgir. Je parle du personal branding, tu vois. Ok. Donc ça, de plus en plus, je vois ça comme une position que beaucoup d'entrepreneurs prennent en disant je suis l'image de ma marque, j'incarne ma marque et du coup, en fait, je suis la meilleure affiche publicitaire possible, quoi. Est-ce que ça, c'est un truc que vous utilisez aussi au sein de vos stratégies et des services que tu proposes en gros pour les entrepreneurs? Et si oui, en gros, c'est quoi un peu ton avis sur ça et quelle est la meilleure manière en gros de se mettre en avant en tant que créateur et fondateur du projet, quoi, en gros? Ok. Alors nous, ça on le propose à nos clients, mais on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas se mettre en avant. Ouais, parce qu'ils osent pas ou que ils n'osent pas, ils préfèrent rester dans l'ombre. Donc nous, c'est vrai qu'on a peu de marques, voire pas, qui vont se mettre en avant via leur personal branding. Mais ça, oui, on les accompagne. C'est en bonus en fait de la partie accompagnement. Est-ce que c'est une nécessité un peu? Alors, très bonne question. En fait, il faut savoir que l'être humain, il est attiré... ce qui l'attire le plus l'œil, c'est un corps humain en fait. Ouais. C'est un visage, c'est des mains, c'est une présence et c'est ce qui capte le plus l'attention. Tu vois, ça c'est un fait social. Ce qui attire le plus les gens, c'est les gens. Ok, et les gens, enfin les personnes qui vont acheter ont besoin d'avoir, de savoir qui se cache derrière une marque. C'est pour ça que les grandes marques font appel à des influenceurs, font appel à des ambassadeurs. Par exemple, là je pense à Nespresso, le visage de leur marque c'est Georges Clooney. En fait, l'idée c'est qu'aujourd'hui une marque doit humaniser son écosystème, sa marque. Parce que c'est ça que les gens finalement achètent. Et on va de plus en plus vers ça. Les gens qui achètent, ils sont méthodiques. Donc ils vont aller chercher l'info. Qui se cache derrière cette marque? Donc si tu ne te montres pas aujourd'hui, après, tout dépend de ton positionnement. Tout dépend à qui tu t'adresses, etc. Si le visage de la marque, c'est plus une mannequin, prends une mannequin, tu vois. Mais... mettre un visage sur une marque, ça lui profère beaucoup plus de poids, finalement. Okay. Donc, après, sur la partie comment se positionner par rapport à ça, donc il faut que tu sois en accord
finalement, Toi-même, avec toi-même, avec le fait de te montrer, etc. Nous, on force pas nos clients, on leur dit juste que c'est un plus. S'ils ne veulent pas, on leur dit que le mieux, c'est de au moins montrer les coulisses. Okay, montrer ce que vous faites, montrer qu'il y a des nouveautés qui arrivent, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ceux qui le font, ils explosent. Ouais, je suis d'accord aussi. Tu vois ? Avant, je ne le voyais pas comme une nécessité parce que je prends l'exemple des dropshippers, par exemple. Tu ne mets pas en avant ta personnalité parce que tu n'as pas vocation à le faire. Parce que c'est pas toi qui produis le truc. C'est ça. Tu es un canal, tu vois. C'est ça. Mais pour quelqu'un qui fabrique son propre produit, je trouve ça très, très important parce que important. En fait, tu vas incarner les valeurs de ta marque. Exactement. Tu es le vendeur en fait, de ta marque. Exactement. Donc, tu peux pas mettre un visage sur ça, c'est compliqué. Et encore plus, j'allais plus loin. C'est, tu vois, le cas de ce que j'aime bien parler, c'est le cas de TikTok par exemple. Je trouve que c'est un très bon canal pour, comme tu dis, mettre en avant les coulisses, etc. Très bon canal. Moi, j'ai eu l'occasion de créer un TikTok dédié au marketing. Super. C'est-à-dire, en gros, tu sais, parce que vu qu'ils reconnaissent un peu les recommandations, en fait, tu peux cibler un peu les marques types. Et en force des recommandations, tu peux juste tomber sur et en gros, ça me permet de faire de la veille, tu vois. Et en faisant ça, en fait, ce que je remarque, c'est que tu tombes beaucoup sur des produits d'entrepreneurs, de petits commerces, des trucs comme ça, qui vont mettre en avant, comme tu dis, voilà ce que je fais, comment je fabrique mon produit, des trucs qui vont surfer sur les trending, et tout ça. Mais c'est ce qui marche le mieux, en fait. Ça marche, hein. Parce que du coup, tu as envie de cliquer, je trouve ça trop. Et je me demande si, du coup, est-ce que vous mettez pas en place aussi ce genre de type de contenu pour vos clients qui du coup veulent se mettre en avant, quoi, du coup. Alors ça non, ça on le fait pas, parce qu'il faut être sur place en fait avec les clients. Donc nous, ce qu'on leur dit, parce qu'aujourd'hui aujourd'hui on a tous des smartphones avec une qualité qui est très bien. Donc nous, ce qu'on leur dit, c'est à chacun de vos mouvements documenter. Tu vois. Mettez les coulisses, montrez ce que vous faites, mettez les nouveautés, mettez ce qui arrive. N'hésitez pas, si vous voyagez, à le mettre. Et ça, on le voit, hein, en fait, les coulisses, c'est ce qui fonctionne le plus, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et il y a Gary Vee, c'est, tu vois, un peu le créateur de contenu qui est au top, hein, tu vois. Lui, il a dit une phrase qui est très intéressante. Il a dit « Ne créez rien, documente ». En fait, documente tout ce que tu fais, ton parcours, à quel moment tu es passé à cette étape, raconte ton histoire, raconte ce que tu fais, tu vois. Et en fait, ça permet finalement de ne pas avoir à se creuser la tête en se disant, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais poster, etc. Et tu regarderas, hein, ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui documentent leur parcours. Okay. Donc très important de documenter son parcours entrepreneurial pour en fait impliquer les gens qui te suivent dans ton aventure. D'accord. Et ça attise aussi la curiosité. Mais en tout cas, pour une personne qui veut se mettre en avant sur les réseaux sociaux, moi je conseille, hein, si elle veut tout de suite avoir beaucoup de visibilité, c'est de parler en fait de sujets qui vont être un peu plus larges que son produit, qui vont être toujours en cohérence avec son produit ou son service, mais qui vont être mainstream en fait, qui vont intéresser le plus grand monde. D'accord ? Et parce que si elle parle d'un sujet qui va être trop précis, trop technique, eh bien, sa visibilité, sa portée organique, elle sera faible. Du coup, elle aura moins de chances de trouver son client idéal. Alors que si tu vises large, mais toujours dans ta thématique, tu as plus de chances de tomber sur des personnes qui vont être intéressées. Okay. Et moi, c'est ce que je fais, hein, sur mes réseaux, c'est que je vais parler des marques. Je vais parler des stratégies des marques. Donc, tout le monde connaît les marques, tout le monde est intéressé, tout le monde est confronté à ça. Et ensuite, c'est l'ouverture de mon tunnel de vente où ils vont arriver sur ma page et après, en feed, ils vont voir la partie expertise. Okay. Donc, voilà, il y a trois choses. Il y a les stories. Donc, les stories, c'est pour créer du lien. Le feed, c'est pour montrer son expertise. Et les réels, c'est pour augmenter sa visibilité. Ouais. Tu vois. Donc, si tu gardes ça en tête, eh ben, tu restes focus. Quoi, c'est un bon résumé. Ouais. Et puis surtout, pour revenir sur le réel, quand tu parles de visibilité, c'est très vrai. Je trouve que moi, ça fait 2-3 déjà d'émissions dont on en parle. Oui. Mais je trouve que les réels apportent une grande visibilité. Et je m'en rends pas compte, mais c'est vraiment... c'est ouf, hein. Des fois, j'ai l'impression que ça performe mieux que TikTok. Hein, c'est ça. Moi, en général, là, j'observe. Hein. En moins de 20 minutes,
je fais 1000 vues. Ouais, c'est ça. Et moi, je me dis, mais attends, il y a un bug ou... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Après, il y en a des fois, je mets, ça marche pas. Ouais. Je fais pas de vues, mais sur certains, en moins de 20 minutes, 1000 vues. Je me dis, ah ouais, faut que je continue, quoi, tu vois. Donc, avoir une régularité aussi par rapport à ça, quoi. C'est vrai que nous, par exemple, tu vois, on fait souvent les reels pour on va le faire là, tu vois, par exemple, pour parler d'un sujet précis ou quoi. Super. Et c'est vrai que très souvent, quand tu cibles bien et que tu montes bien le truc avec des sous-titres, tu tapes 3000 à 6000. C'est ça, facile, hein. Et je trouve ça, c'est une facilité déconcertante. Exactement. Mais Mais après, c'est vrai que TikTok aussi, faut pas négliger. Non, il faut pas négliger, mais je trouve ça plus dur parce qu'en fait, il faut être plus actif dessus. Il faut être plus actif et on dirait qu'ils choisissent, je sais pas leur algorithme. Chez TikTok, comment il fonctionne. On m'a dit, il faut quand même publier, tu sais, genre plusieurs fois par jour. Ouais. Là où les Reels, tu peux quand même avoir un résultat cohérent et raisonnable quand tu publies genre une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, quoi, tu vois. C'est plus adapté pour les créateurs de contenu mais qui sont pas hyper actifs. Ouais, voilà, qui sont pas hyper actifs. Mais ouais, effectivement, ouais. Ok, t'as trop bien, genre du coup, je pense qu'on est bien calé sur le marketing et tout. Franchement. Mais du coup, maintenant, c'est quoi un peu la suite pour l'agence, en gros? Parce que, non, d'ailleurs, attends, avant de parler de ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu m'avais parlé du fait que toi aussi, tu crées des Reels, du contenu, et qu'en fait, je trouve que c'est intéressant parce que, est-ce que tu appliques ce que tu appliques à tes clients à toi-même, à ton agence, par exemple? Parce que du coup, ton entreprise produit un service aussi. C'est ça. Donc, elle est brandable, elle est monétisable, etc. Comment toi tu te positionnes par rapport juste à ton entreprise du coup? Alors par rapport à mon entreprise, justement, nous en fait tous les mois on fait un travail sur l'entreprise. Ok. Donc nous on se positionne comme une marque qui accompagne les autres marques. En fait on se considère comme une marque. C'est une agence, mais on est une marque. Voilà. C'est ça que je dis à mes équipes. On est une marque agence qui accompagne les marques. Okay. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les marques dans leur croissance en ligne à passer à un autre niveau en peu de temps avec un esprit startup. Et en fait, nous, notre histoire, le storytelling de la marque, c'est qu'on considère notre agence comme un bateau. Okay. On appelle notre accompagnement le Blue Pearl. Et en fait, c'est 4 semaines. Dans le Blue Pearl, c'est pas dans Pirates des Caraïbes, c'est Black Pearl. C'est le Black Pearl. T'as capté. En fait, l'idée, c'est que comme on préfère le bleu, donc on a dit que nous, notre bateau, ça sera le Blue Pearl. Et comme on considère que le marché du e-commerce, c'est un océan rouge, eh bien nous, on accompagne les marques grâce à notre bateau de la croissance, du coup, pour ne pas se noyer dans cet océan rouge de la concurrence en 4 semaines. Ok. Il est quand même... Je fais depuis 3-4 jours, là, il a dit océan rouge. Ah ouais. Ah tu vois, on parle d'océan rouge, océan bleu, etc. Et donc océan, pour situer, océan bleu, c'est là où c'est nouveau. On arrive sur un marché où il y a pas de concurrence, où c'est assez neutre, etc. Il y a une opportunité, mais c'est risqué parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. Okay, donc ça, c'est un océan bleu. Un océan rouge, c'est là où il y a déjà beaucoup de concurrence. La concurrence, elle est rude. Donc, il faut se positionner, il faut avoir une marque forte, il faut avoir un positionnement clair. Et du coup, nous, la plupart des marques qu'on accompagne, du coup, elles sont dans un océan rouge. C'est pour ça qu'on a mis en place notre accompagnement en 4 à 8 semaines pour passer sa marque à un autre niveau grâce à notre accompagnement. Okay. Donc, nous aussi, en fait, au niveau du branding, c'est beaucoup de bleu, c'est beaucoup du coup bleu ciel, bleu marine. On est beaucoup dans du storytelling où on va dire faites-nous confiance pour ne pas vous noyer dans l'océan rouge de la concurrence. On peut vous aider à passer un cap dans votre activité, tu vois. Donc c'est toujours des mots-clés en fait en lien avec l'univers du bateau. Et justement, on a en référence en fait les pirates des Caraïbes, parce que les méthodes qu'on utilise en fait c'est pour les startups. Okay. Et la méthode ART, on appelle ça un framework du coup pour les startups. Tu vois, c'est une startup metrics for pirates. Okay. Donc l'idée c'est vraiment d'aller à la rencontre de son marché rapidement, d'itérer rapidement. Donc nous c'est vraiment l'état d'esprit qu'on a. On a un état d'esprit gros hacking, tu vois. Donc c'est toujours dans le même état d'esprit, tu vois,
pirate, bateau, Court-circuiter, voilà, ça, court-circuiter, casser les codes, penser en dehors de la boîte, tu vois, sortir de sa zone de confort, ne pas être, ne pas être clivant dans ce qu'on fait, mais aller chercher du nouveau en fait. Vraiment état d'esprit gros hacking finalement. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, maintenant je la pose la question. C'est quoi un peu la suite des événements pour ton agence? C'est quoi un peu les grandes étapes qui vont arriver quoi, du coup, à venir? Ok, là, nous, c'est comme en fait les marques qu'on accompagne. Donc cette année, c'est vraiment passer notre agence à un autre niveau. Donc là, on est sur Paris depuis le début de l'année. Avec des locaux et tout? Comment ? Vous avez des locaux? Oui, on a des locaux du coup sur la place Vendôme. Donc là, l'idée aussi, c'est de pouvoir accueillir beaucoup plus de clients dans nos locaux, parce qu'on a d'autres locaux en fait en banlieue, mais voilà, Paris c'est le centre. T'as le rayonnement. T'as le rayonnement, de la ville, quoi. c'est ça, et Paris c'est une marque aussi. Ouais. Donc on utilise cette marque qui est Paris pour ajouter de la valeur à notre agence du coup. Voilà, l'idée c'est d'accompagner plus de clients, mais de faire moins de one shot. Je t'explique, nous, depuis 4 ans en fait, de l'activité, ce qu'on a fait, c'est beaucoup de one-shot. Création de site web, logo, flyer, etc. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de valeur ajoutée dans les prestations en one-shot, parce que ces clients-là, ils vont avoir un site, mais ils ne vont pas l'exploiter. Ils ne vont pas l'exploiter, et derrière, il n'y aura pas de suivi. Okay. Et nous, quand on va dire, voilà, on a accompagné telle ou telle entreprise, les clients potentiels, ils vont aller voir et ils vont voir que ça ne bouge pas, etc. Donc, c'est pas intéressant finalement. Tu vois. Donc là, on est en fait en phase de transition où on s'oriente beaucoup plus sur de l'accompagnement en continu, mensuel, pour vraiment être une agence marketing externalisée des marques, mais qui va vraiment être proche de ses clients pour les accompagner dans tout leur écosystème. Okay. Donc là, il y a une transition qui se fait depuis le début de l'année, où on va vraiment on va refuser certains clients où on sait par exemple que on n'aura pas de valeur ajoutée, ou qu'on ne veut plus faire ce genre de projet, ou que ça va nous prendre beaucoup trop de temps par rapport aux perspectives d'avenir de l'agence, et on va beaucoup plus cibler des marques où il y a un potentiel, parce que voilà, il y a certaines marques où on considère qu'on n'a pas de valeur ajoutée. Il y a un potentiel quand même, mais que nous, on ne saura pas forcément, ou qui ne nous intéresse pas forcément d'exploiter. Mais sur certaines marques, voilà, on va leur proposer vraiment l'accompagnement via le Blue Pearl, du coup, le bateau de la croissance. Voilà, bateau pirate. Et du coup, par la suite, on va les accompagner aussi dans leur croissance en ligne. Donc, on va aller chercher les résultats via la publicité sur Facebook Ads, via l'email marketing qui va toujours être orienté vers la vente. Et l'idée, c'est de croître en même temps que nos clients. Si nos clients, ils avancent, on avance avec eux. Et comme on en parlait tout à l'heure, vu que plus les mois vont passer, on va leur apporter plus de valeur, on va faire évoluer nos offres aussi, finalement. Okay. Et c'est vraiment la transition qu'on fait actuellement, c'est aller plus vers des marques qu'on va accompagner à long terme. Moi, je propose qu'on passe à la suite, du coup. Ça va être le petit jeu pour terminer cette petite session d'enregistrement. Alors c'est un jeu qui s'appelle Ça reste entre nous. Okay. Et en gros, le nom du jeu, c'est le jeu de cartes qui rapproche et approfondit les relations. En gros, c'est simple, c'est des questions semi-philosophiques, semi-développement personnel, pour savoir un peu comment toi tu vois les choses, comment tu vois la vie de manière générale. Et des fois tu as des questions sur business un peu, etc. Donc ça va être assez intéressant. Il y a 3 niveaux, et niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, ça va être très superficiel. Niveau 3, ça va être très réflexion sur soi-même. Mais ça va être cool. On va commencer par le niveau 1, tu vois. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un niveau chacun. Ok, vas-y, on va faire ça. Vas-y. Alors, parce que du coup, j'ai tout mélangé. On va prendre. Tac. Ah bah tiens, niveau 1, parfait. Hop. Oh.
Alors tu vois, des fois, c'est des questions vraiment qui n'ont aucun rapport. Hein. Ok. Donc là, tu vois, par exemple, c'est à quelle époque aurais-tu aimé vivre et pourquoi? Tu vois? Ah ouais, super intéressant ça. Ben moi, franchement, je suis content de vivre cette époque-là. Moi, je pense aussi. Parce que cette époque-là, on a tous les outils pour faire ce dont on a envie de faire. On a tous les outils, tous les moyens. On a la connaissance illimitée, entre parenthèses. C'est ce que je dis souvent à mes équipes. Là, il y a beaucoup d'opportunités qu'il n'y aura pas forcément... Enfin, il y aura toujours des opportunités, mais là, on vit un ère du coup, qui est l'Internet. Là aussi, on va sur le Web 3, etc. Mais c'est une période où, avec peu, tu peux faire beaucoup. Ouais. Tu vois, et moi, c'est vraiment ça Voir rien. que j'apprécie. Voir rien. Rien, hein. Tu commences de rien et tu peux tout avoir. Ouais. Vraiment. Donc, ouais, c'est surtout ça. Cette époque-là, moi, elle me convient. Ouais, moi, je pense qu'il y a une raison pour laquelle on est à cette époque-là, elle est parfaite. Tu vois. Exactement. Et, c'est pas pour rien. Ouais, non, c'est vrai. Aujourd'hui, je pense que ça aurait été plus compliqué, tu vois, avant, de créer des trucs. Je pense qu'avant, tu aurais peut-être plus besoin de réseaux, de trucs comme ça, alors qu'aujourd'hui, vraiment en solo, tu arrives à créer un truc. Tu vois. Ça, je trouve que c'est le truc le plus fort. Franchement, c'est le top. Parce qu'on va pas se mentir, le réseau, comme on en parlait tout à l'heure, c'est grave important et tout. Mais des fois, tu commences de rien, tu vois. C'est ça. Comment tu crées un truc si tu commences de rien, si tu connais pas telle personne? Il y en a qui ont un temps d'avance parce qu'ils connaissent des gens, etc. C'est ça, Mais c'est ça. Quand tu vois, bah, t'es un peu comme des gens comme nous, etc., que tu n'as pas forcément de réseau, tu commences par rien. Bah, aujourd'hui, Dieu merci, je sais pas, t'as des ads, t'as des trucs pour faire des sites, etc. T'as tout ce qu'il faut pour commencer. T'as tout ce qu'il faut. Ok, bah voilà. Bon, tu vois à peu près l'idée des questions. questions. Je vois un peu l'idée. On va passer au niveau 2. Hop. Oh, ça c'est intéressant. Quel objectif personnel as-tu abandonné et pourquoi? Parce que si t'en as un, Mais... t'en as pas. Alors, objectif personnel que j'ai abandonné... J'ai rien abandonné, moi. Voilà, c'est parfait. On peut prendre une autre question de niveau 2 au pire, hein, c'est vrai. Vas-y, je t'en prie. Que recherches-tu vraiment lorsque tu pars en voyage? On va pas forcément parler de ça. Alors, l'expérience. Ouais, c'est ça, l'expérience. Rencontrer de nouvelles personnes et de nouvelles cultures. Découvrir de nouvelles cultures. Donc, c'est vraiment ça, c'est... Voilà, découverte, si je peux dire. Toi, tu as eu l'occasion de voyager un peu au cours... Alors, je sais pas, moi j'ai fait quoi? J'ai fait le Mali, je suis d'origine malienne. J'ai fait Angleterre, j'ai fait, comment on appelle ça, l'Espagne, j'ai fait les îles Canaries. Et moi, je kiffe voyager, mais voilà, comme je me suis lancé un peu plutôt sur l'entrepreneuriat, dès le début, voilà, je me suis dit, après je suis allé en Belgique aussi, mais bon, là, des petits voyages par-ci par-là. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est tout casser et après, voilà quoi, comme ils appellent ça, nomade digital, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a été un sacrifice quand même, parce que moi, je me suis lancé de zéro finalement, mais toujours avec l'espoir de me dire, avec la confiance de me dire, un jour, ça va payer un jour et je pourrais voyager comme je veux, voyager 4 fois par an, tu vois. Donc, mais ouais, c'est vraiment ça, découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, changer d'air, respirer, etc. Et c'est vraiment ça que je recherche quoi, dans les voyages. Tu parlais de digital nomade, mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui se répand de plus en plus. J'ai un ami, tu vois, par exemple, qui l'est. D'accord. Et je trouve que c'est des nouvelles méthodes de travail qui sont vraiment super, quoi. Exactement. Tu as l'occasion de voyager. Enfin, après, il faut avoir l'opportunité. C'est-à-dire, en gros, généralement, c'est quand tu es freelance, des trucs comme ça. C'est ça. Et tu as ton propre activité, bien sûr. Parce que c'est vrai que quand tu es sous le salariat, c'est pas forcément évident. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est une pratique qui commence de plus en plus à se répandre. À se démocratiser. Plus de gens y réfléchissent. Ouais. C'est ça, télétravail. Après, il y en a, ils partent à l'étranger, etc. Ils travaillent 6 mois, genre, je sais pas, au Costa Rica. C'est ça. Et il faut savoir que, à certains endroits, le coût de la vie, il est beaucoup moindre. Donc ça te permet en fait d'avoir ton salaire ou enfin de faire tes prestations. C'est vrai. Et derrière de vivre bien mais ailleurs quoi. Parce que c'est vrai que tu peux en début d'activité, tu peux proposer comme on a parlé d'une certaine tarification, mais qui te permet peut-être pas forcément de vivre sur le territoire français. Alors, par contre, si t'es digital nomade, exactement. C'est une autre histoire. Ouais. Exactement. Après voilà, faut avoir une bonne base client et une bonne réputation, un bon réseau.
pour pouvoir se déplacer, quoi, tu vois. Et comme Donc, t'as il faut dit, vraiment ben, construire. faut les construire bases le truc au solides. début. Faut Quoi. construire le Ouais. truc et après, à ce moment-là, là, tu vas, quoi, tu Ouais. vois. Et pas avant. Ok, bon, on passe au dernier niveau. Tiens, elle est là. Hop. Oh, alors celle-là, elle est très intéressante. Quelle est la leçon la plus précieuse que tu aies apprise en dehors de l'école? Alors, ouais, très bonne question, là. Alors, la meilleure chose que j'ai apprise en dehors de l'école... J'essaie d'y réfléchir aussi. Ouais. J'ai appris tellement de choses en dehors de Bah. l'école. Mais la plus importante vraiment qui m'aide tous les jours, c'est le rapport à l'échec. Je pense que c'est vraiment ça qui change tout, en fait. Avec Comme l'école, elle pour t'apprend moi, pas ça. Hein. L'école t'apprend en fait à ne... T'as pas le droit d'échouer déjà. Si t'échoues, t'es dans une mauvaise case, etc. On va mal te regarder, etc. Du coup, on te dit que t'as pas le droit d'échouer, alors que échouer, c'est une étape vers le succès. Okay. Donc moi, la meilleure chose que j'ai apprise en dehors de l'école, c'est d'échouer, mais aussi de ne pas avoir peur d'échouer. Tu vois. Et vu que, tu vois, nous, on est dans une dynamique de gros hacking, de gros marketing, eh bien, on va à la rencontre de son marché, on va à la rencontre de nouvelles choses. Il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui ne vont pas marcher, mais au bout d'un moment, ça va marcher. Puis en vrai, en y repensant, mais c'est le cœur même de l'activité. C'est-à-dire quand tu parlais de testing. C'est ça, c'est le Tester, cœur de l'activité. C'est raté. Donc, c'est ça, c'est la base. Ouais. Tu vois. Et aussi même, tu vois, par rapport aux agences marketing, les gens, ils ont mis dans leur tête que une agence marketing, si elle lance une campagne, il ne faut pas que ça rate. Ouais. Tu vois, forcément qu'elle délivre ou pas. C'est fou. faut forcément qu'il y ait des ventes. Alors que des fois, on n'a pas de vente, mais on a de l'information. Et grâce à cette information, on peut avoir beaucoup plus de ventes. Donc moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est ça, c'est mon rapport à l'échec. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une force parce que j'ai pas peur de tester de nouvelles choses. J'ai pas peur d'aller à la rencontre de personnes et de leur dire, voilà ce que je fais, est-ce que ça vous intéresse? Il y en a, ils vont me dire non. Il y en a, ils vont me dire oui. En général, c'est un ratio où beaucoup vont te dire non. Et ceux qui te disent oui, ils sont là et au moins tu peux construire quelque chose avec eux. C'est ça. Et c'est pas parce que la majorité ont dit non que ton produit n'est pas bon. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce que quelqu'un t'a dit non à l'instant T qu'il te dira toujours non. Exactement. Plus tard, en plus. C'est pour ça que c'est important de persévérer. Et voilà. Mais c'est vrai que ce rapport d'échec, il est vraiment sur la temporalité, sur ta manière de construire ton projet, etc. C'est ça. Et l'entrepreneuriat, toi-même tu sais, ça prend du temps. C'est pas en un an. Après, il y en a qui le font. Mais si tu regardes les statistiques au niveau des entreprises, c'est au bout de 4-5 ans que ça se stabilise. Quand on fait un ratio, et c'est au bout de 10 ans que là, tu peux dire que tu es en place. Et moi, je me renseigne beaucoup en fait sur les entreprises, etc. Et tu vois que beaucoup, c'est une question de temps en fait. C'est ça. Si tu les regardes au niveau auquel tu étais, moi j'ai regardé, il y a des entreprises qui aujourd'hui sont très bien. La première année, j'ai fait plus qu'eux en fait, tu vois. C'est un bon signe, tu vois. Ça, c'est un bon signe. Donc, et là, tu te dis, ah ok, d'accord. Donc en fait, c'est un ratio qui est normal, qui est cohérent. Donc voilà, reste focus quoi. Ouais, c'est ce que je dis toujours et que j'essaie de me mettre en tête, c'est que quand tu te compares, c'est bien de se comparer, il faut. Mais compare-toi à ce qu'ils étaient là où toi tu es actuellement. Exactement. Et c'est ça qui compte le plus. C'est ça qui compte. Pas, tu peux pas te comparer à Facebook, à te dire, mais Facebook ça fait 10 ans qu'ils sont là, enfin, tu vois, et toi ça fait que 2 ans que tu fais. Compare-toi à une entreprise qui a réussi déjà, qui te ressemble, qui a les mêmes valeurs, et aussi à ce qu'elle était il y a 10 ans, il y a 20 ans, parce que tu étais à ce même stade-là. Tu vois. Et là, tu te rends compte un peu de la chose. Et je pense que c'est un peu ça aide. Ouais, ça aide. Tu te rassures un peu, mais après, voilà, faut pas se reposer sur ses lauriers. Mais au moins garder confiance et se dire, ok, donc là, en fait, limite, faut que je survive jusqu'à un certain point, et au bout d'un certain point, ça va aller. Quoi, tu vois. Et c'est ça le plus dur, de la résistance à tout ça, au fait que ce soit dur, que ce soit les montagnes russes, etc. Il faut être déter. Donc, il faut être déter. C'est ça. Si tu t'arrêtes avant, tu n'auras pas la récompense. C'est ça. C'est parfait comme question parce que ça me fait de la transition sur le mot de la fin. C'est la chose qu'on demande en général à nos invités.
c'est le conseil primordial que tu donnerais aux gens qui nous regardent là, qui sont en quête de motivation, d'inspiration, qui veulent lancer quelque chose, qui hésitent, qui savent pas trop comment s'y prendre. Là, si tu devais dire quelque chose pour les inspirer, pour les motiver, tu dirais quoi? C'est quoi un peu Bien sûr. Ouais, bah voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi un conseil que je me serais donné peut-être à moi-même juste avant de me lancer. Ouais. Donc, en général, quand on se lance, on a le syndrome de l'imposteur. On se dit, mais est-ce que je suis légitime à le faire? Ouais. Okay. Donc, en fait, il faut savoir que tant qu'on ne s'est pas lancé, on n'aura jamais les réponses à nos hypothèses. Okay. Donc, l'objectif, c'est de lancer et, entre parenthèses, d'échouer le plus rapidement pour pouvoir aller chercher les réponses, pour pouvoir s'améliorer. Okay. Donc, les plus gros problèmes, entre parenthèses, qu'on observe sur notre jeunesse, parce que là, on s'adresse aussi aux jeunes de banlieue, ça va être un manque de confiance. Un manque de confiance en soi, ça va être un manque de réseau aussi. Donc quand on n'a pas de réseau, faut aller le chercher, faut aller à des salons, faut aller à des événements, faut se montrer, faut discuter avec les gens, faut pas avoir peur d'aller à la rencontre des gens et d'avoir peur en fait de se faire recaler quoi finalement, parce que il se peut qu'il y ait une rencontre qui change beaucoup de choses finalement. Donc ça aussi c'est un point important. Et voilà, on sait tous que quand on vient d'un milieu qui va être difficile, eh bien ça va être plus difficile sur certains points, que ce soit pour trouver un emploi en tant qu'entrepreneur, parce qu'on n'a pas forcément de réseau. Faut se dire que ok, c'est difficile, donc tout le monde sait que c'est difficile, mais peu savent que c'est possible. Okay. Donc sachez que tout est possible. Si une personne l'a fait, vous pouvez aussi le faire. Donc l'idée c'est de casser en fait ces barrières mentales qui vont vous dire ah mais tout ça c'est pas pour toi, tu viens de tel milieu, franchement ça va pas le faire, t'as tel prénom, tu vas pas réussir, on va te refuser. T'as pas les fonds, du coup pareil, parce que moi je considère qu'il y a un triangle de l'entrepreneuriat à succès. Ça va être en 1 les compétences, en 2 le capital, en 3 le réseau. Okay. Donc aujourd'hui les compétences on peut les avoir, on peut aller sur internet, sur YouTube, les compétences on peut les avoir. Le capital, aujourd'hui, pour certains domaines, on n'a pas forcément besoin d'un gros capital. Donc ça, c'est l'avantage. Mais c'est vrai que pour certains domaines... C'est plus confortable. Voilà, c'est plus confortable d'avoir un capital de départ. Okay. Mais on peut commencer de zéro. J'en suis la preuve. J'ai commencé avec mon PC et la Wi-Fi. J'ai mis presque toutes mes économies dans l'ouverture. C'est PC Wi-Fi. C'est ça. Donc du coup, voilà, le capital, ça, c'est en fonction du projet. Ensuite, le réseau. Le réseau, c'est vrai que c'est très, très important. On nous le dit assez tard que le réseau, il est important. Et du coup, on se lance tout seul. Donc, quand on n'a pas de réseau, comme je disais, on va le chercher. On s'inscrit sur LinkedIn, etc. On va le chercher. On va à la rencontre des gens. Si on reste à la maison, il n'y a personne qui va nous connaître. Et voilà. Après, c'est juste une question de temps. Mais quand on a des objectifs, il ne faut pas les lâcher. Il faut aller jusqu'au bout. Et être bien entouré aussi, surtout. Okay, bien s'entourer, entourez-vous des personnes qui vous inspirent, de personnes qui vont vous dire que c'est possible, des personnes qui vont vous encourager, même si c'est des personnes proches qui vous disent que c'est pas possible, souvent malheureusement c'est les personnes qui sont le plus proches qui vont être pessimistes. Des fois c'est pas. C'est pas grave, faut se dire que il se passe ça pour la plupart des gens. Voilà, c'est courant. C'est la plupart des gens. Des fois, c'est les personnes les plus proches qui vont vouloir vous décourager. Mais en tout cas, faut y aller. Restez focus sur vos objectifs le plus longtemps possible jusqu'à réussir en fait, c'est vraiment ça. Le focus. Voilà, exactement. Okay. Écoute, je te remercie vraiment pour cette échange, c'était très 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 intéressant. Merci à toi pour ça. Nous on se dit rendez-vous pour le prochain épisode et puis on se retrouvera très rapidement aussi en juin parce qu'on a une petite surprise à vous proposer, histoire de finir un peu en beauté cette saison. Et d'ici là, portez-vous bien et puis à bientôt du coup. À bientôt, ciao.